Bonsoir. Nous sommes le mardi 12 janvier 2016 et je vais vous parler d'un de mes nouveaux dadas qui est la question de la fascination. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose que d'être fasciné et que d'être l'objet de fascination. Et souvent, on confond les deux. J'ai entendu tout à l'heure sur, je ne sais pas, France Info, je ne sais plus très bien, des gens qui disaient oui, c'est une émission spécialement sur Jérusalem. Oui, Jérusalem n'a pas seulement fasciné ou intéressé les juifs, mais également les chrétiens, les musulmans, etc. On ne peut pas présenter les choses de cette façon. On ne peut pas confondre le sujet et l'objet. On ne peut pas dire non plus que les Français aiment la France, mais qu'il y a d'autres pays qui aiment la France. On va dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire de cette façon. Est-ce qu'on me comprend quand je dis ça? Parfois, l'habitude, j'aime bien être un peu elliptique pour tester un peu la perspicacité de mes auditeurs. Celui qui est l'objet d'une fascination, est-ce qu'il peut être fasciné par lui-même? Celui qui est aimé, est-ce qu'il doit s'aimer? Est-ce qu'on peut rendre un culte à soi-même? Est-ce que ceux qui ont été l'objet de culte de la personnalité avaient le culte de leur propre personnalité? Il y a des moments où on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut distinguer très clairement les choses. De la même façon, ceux qui sont venus en France n'ont pas le même regard que ceux qui sont français. Et même si prenons le cas israélien, ceux qui ont émigré vers Israël n'ont pas le même regard sur Israël que ceux qui y sont nés. Alors, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à distinguer ces deux plans. Le comportement n'a pas à être identique. La fascination, à mon avis, doit concerner l'autre et pas soi-même. Et on peut être objet de fascination d'une part et être fasciné par autre chose de l'autre. Mais de là à être fasciné par soi-même, il y a quand même un petit fossé à ne pas franchir. Donc il faudrait essayer d'être un peu plus cohérent dans son discours, dans ses expressions. L'autre jour, je disais que les Juifs n'ont pas la religion, n'ont pas à avoir la religion de leur propre peuple, de leur propre histoire, alors que les chrétiens, et éventuellement les musulmans, ont des raisons pour le faire, pour s'y référer. Voyez-vous? C'est pour ça que je disais que la célébration hebdomadaire de l'histoire juive le samedi matin, dans les synagogues, me paraît déplacée. Il vaudrait mieux que cette célébration soit assurée par les autres, par ceux qui ne sont pas juifs. Car finalement, celui qui est objet de vénération, ou dont l'histoire est objet de vénération, avec toutes les ambivalences que ça peut représenter, vous imaginez bien, et parfois des ambivalences qui vont jusqu'à brûler ce qu'on a adoré. Celui-là, il lui faut vivre. Ou bien il est mort, ou bien il est vivant. Si les Juifs sont morts, ben ils sont morts. Et s'ils sont vivants, ils sont vivants. Et s'ils sont vivants, eh bien il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent au présent et non pas au passé. D'ailleurs, le judaïsme contemporain, les Juifs d'aujourd'hui, y compris le judaïsme dans un sens très large, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les Juifs d'aujourd'hui s'inscrivent totalement dans la modernité, dans le monde contemporain.
Hein. Je ne vais pas revenir sur les clichés là-dessus, mais Einstein, Freud, Marx et compagnie, ce sont des juifs d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu. Donc il faut exister, de même que la France Paris n'a pas existé uniquement pour les touristes. Hein, parce que c'est ça la fascination, le tourisme. On sait très bien que un peuple ne saurait devenir un musée, une ville ne saurait devenir un musée, même si elle l'est, jusqu'à un certain point, il faut qu'elle existe, qu'elle vive au présent, qu'elle soit projetée vers le futur, et qu'elle ne soit pas simplement en adoration pour elle-même. C'est intéressant parce que, voyez-vous, l'autre jour, je discutais avec une amie d'origine algérienne, juive, d'origine algérienne, et elle me disait à quel point elle aimait Paris. Mais cet amour de Paris, quelque part, il fait problème. Que sa famille lui ait transmis l'amour de la France, parce que justement, quelque part, ils ne sont pas français. Ils ont vu la France de loin. Mais moi, Parisien, est-ce que je dois aimer les Parisiens? Est-ce que je dois aimer cette ville avec les mêmes yeux de Chimène que des immigrés? Même s'ils sont naturalisés, même s'ils sont nés en France. Mais avec un héritage d'amour de la France. Et paradoxalement, cet amour de la France, cet amour des Juifs, cet amour de la langue française, cet amour de tout ce qu'on voudra, il exprime une étrangeté. Voilà. Si on admet qu'on ne peut pas s'aimer soi-même, on ne peut aimer que ce qui est autre, que ce qui est étranger. Donc, en ce sens-là, que penser de l'amour? Parce que c'est un amour qui vous statufie, qui vous momifie, qui vous demande on ne bouge plus. Hein, on regarde l'objectif. On est au musée Grévin. Donc même parmi les juifs, il y a d'un côté les juifs de souche française, je dirais même de souche parisienne, parce que les Marseillais aussi peuvent avoir un amour de Paris à la limite. Hein. Les provinciaux peuvent avoir une fascination pour Paris. Et puis il y a ceux qui viennent de loin, qui sont venus vers la capitale. Depuis le sud, depuis Marseille ou depuis Alger, ça ne change rien fondamentalement. Enfin, n'exagérons pas. Et puis il y a ceux qui sont sur place et qui n'ont pas appris la langue de la même manière. On n'apprend pas la langue française de la même façon quand c'est une langue maternelle, quand on l'apprend en étant immergé dedans, quand on l'apprend au biberon, et quand on l'apprend par le biais d'une démarche, d'une volonté, d'un mouvement. C'est pas la même chose. On ne peut pas mélanger les choses. Donc voyez-vous, là on retrouve une dualité fondamentale. Cette dualité qui est souvent tant de fois niée à tant de niveaux. Et bien là encore, on s'aperçoit que cette dualité, il faut la faire réapparaître. Et que c'est malsain de ne pas la faire réapparaître. Il y a, dans un pays, ceux qui voient le pays de l'intérieur et ceux qui le voient de l'extérieur. Cette dualité-là, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas la nier, on ne peut pas l'abolir. Et je dirais même d'une certaine manière qu'elle est probablement nécessaire, cette dualité. Comme la plupart des dualités. Une fois qu'on en a compris la logique, la cohérence, la pertinence, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison de vouloir la supprimer. Alors c'est bien ça dont il s'agit souvent. Les gens vous disent, il faut une égalité. Mais cette égalité, qu'est-ce qu'on a à y gagner dans cette égalité? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'on a à y perdre
de la perte de cette égalité, de cette inégalité. Peut-être qu'il y a une complémentarité, peut-être qu'il y a quelque chose qui est nécessaire avec ce double regard. Double regard d'ailleurs qui peut être une fascination réciproque. D'une certaine manière, dans le couple, on est dans le domaine de la fascination réciproque. Je ne m'aime pas moi, mais j'aime mon partenaire. Et mon partenaire ne s'aime pas lui-même, il m'aime moi. Voyez-vous ? C'est pas la même chose. Alors effectivement, quand on n'a pas de partenaire, le risque est de s'aimer soi-même. C'est-à-dire de cette espèce de schizophrénie qui fait que je suis à la fois l'objet et le sujet. Donc, il faut éviter, je peux revenir à l'exemple de Jérusalem, non, il y a cette ville de Jérusalem, elle appartient. Alors, le problème avec Jérusalem, c'est que on ne sait plus très bien qui est né, enfin, il y a des gens qui y sont nés. Enfin, il y a effectivement les Juifs nés à Jérusalem, qui sont nés dedans, qui n'ont pas eu cette Jérusalem en perspective, qui sont nés qui sont de l'intérieur, qui ne l'ont pas désiré, et même qui n'ont même pas un rapport de désir par rapport à Jérusalem, puisqu'ils sont dedans, qui pourraient même souhaiter au contraire en sortir. J'ai déjà raconté souvent l'histoire de ma famille, justement, qui a eu exactement le parcours inverse, à savoir, non pas la fascination pour la France, comme les Juifs d'Afrique du Nord ou de Pologne, mais la fascination pour Israël, la fascination pour l'Argentine. Pour Israël, moi-même, j'ai fait une sorte d'aliyah qui a un peu avorté en 68-69, et mon grand-père maternel a fait une immigration qui était une sorte d'aliyah aussi, mais vers l'Argentine. L'Argentine dans un contexte judaïque, attention, comme une sorte de sionisme argentin. Donc, nous avons tous des objectifs de la sorte. De la même façon, moi j'ai eu un amour de l'hébreu, qui n'est certainement pas de la même aune que quelqu'un qui est né avec la langue hébraïque. Ça va de soi. Donc quelque part, on peut aussi apprendre à aimer son pays à travers le regard des étrangers. Et les étrangers peuvent apprendre à aimer leur propre pays à travers notre regard à nous par rapport à eux. Il y a comme ça des fascinations croisées qui peuvent se produire. Voilà.